Bonsoir chers amis. Alors, chose promise, chose due. Nous allons essayer un peu d'analyser sujet au état de nationalité congolaise. Précisément, aspect au état de nationalité ya Banyamulenge. Ba Rwandais ou bafanda na ngomba wana ya Mulenge na Kivu. Ok? Alors, comme on s'était convenu, excusez-moi un peu pour le retard. Excusez-moi pour le retard, mais... Bonsoir Élisée Mugaza. Bonsoir José Mubikai. Coucou. Coucou José Mubikai. Coucou Élisée Mugaza. Alors, je veux un peu donner le cadre et les solo autres solo lalelo. Nous allons faire une petite analyse. J'ai fait des lectures, j'ai fait des recherches parce que je voulais échanger, qu'on échange un peu entre nous au sujet de la situation de Banyamulenge, qu'on essaie un peu chacun de partager nos connaissances et d'élever le débat. Bonsoir Jean de Dieu Kimpebe, coucou. Bonsoir Paulin Apipila, the concrete man, the real man with real actions and idea. Thank you for tuning in. Alors, j'ai fait une petite recherche, j'ai fait une petite lecture. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger pour voir comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir des Rwandais sur le sol congolais. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir des Rwandais sur la colline de Mulenge qui aujourd'hui ont la nationalité congolaise. À mon avis, à mon humble avis, bien sûr, ça n'engage que moi. J'ai pensé que c'était une discussion utile. J'ai échangé avec beaucoup des amis sur mon mur comme inbox. Il y en a qui m'ont envoyé des documents que j'ai pris le temps de lire. Ils m'ont envoyé des liens que j'ai pris le temps de lire. Je me dis qu'en tant que Congolais, il est important que nous sachions la genèse de certaines choses qui impactent notre histoire aujourd'hui pour que demain, nous ne répétions pas les mêmes erreurs. C'est mieux de connaître la réalité de la situation que nous avons entre les mains aujourd'hui. Comme ça, demain, nous pourrons la corriger ou nous pourrons y faire face de façon avertie. Parce que, dit-on, celui qui ignore son histoire va laisser l'histoire se répéter. Mais si tu connais ton histoire, tu peux corriger les erreurs pour avancer d'un pas assuré vers l'avenir. Maintenant, je vais essayer, dans la mesure du possible, faire ça court. Si c'est pas court, vous allez vraiment m'excuser. Mais j'essaie vraiment de restituer les différentes lectures que j'ai faites et puis les recherches que j'ai faites. Je vais partager notre sujet de ce soir en deux temps. On va faire d'abord une historique sociale. Excusez-moi. Et puis nous allons faire une historique légale. OK? Alors, nous allons commencer par l'historique social de la situation de la République démocratique du Congo pour revenir par l'historique légal. Vous allez voir que les deux situations se rencontrent, se croisent, parce que comme on dit en droit, le fait précède le droit. Maintenant, j'aimerais nous suggérer ceci. Ce que j'essaie de faire, c'est vraiment créer un cadre de discussion entre nous. Nous, ça veut dire qui? Nous, ça veut dire des gens qui ont accès à l'instruction, des gens qui ont accès à l'éducation académique, ceux qu'on appelle les intellectuels, que nous essayons de partager les connaissances pour élever les débats. S'il vous plaît, chers amis, ceci n'est pas une vidéo ou une occasion pour qu'on s'échange des paroles méchantes ou des paroles désobligeantes. Ceux qui veulent insulter le président Fachi, vous pouvez aller chercher d'autres forums pour le faire. Je ne suis pas ici pour donner l'occasion aux gens de proférer des insultes. Je n'ai pas la culture de l'insulte, je n'ai pas l'éducation de l'insulte. Je n'aurai pas le temps de vous répondre dans vos insultes. Mais ceux qui veulent m'enrichir de leurs connaissances sont les bienvenus et je vous dis merci. J'en profite pour dire merci. Bonsoir Toutou Jacob. Thank you for tuning in. Je remercie Maître Serge, Maître l'élu de Sherbrooke,
qui a partagé un document avec moi, la liste des tribus indigènes, comme les appelaient les colons, répertoriés sur le territoire de la colonie belge entre 1906 et 1910. Merci beaucoup. Merci aussi à Michel de Sherbrooke qui a partagé l'ordonnance de 1971, donc 71 avec moi. Popol Mabi, bonsoir. Thank you for tuning in. On va essayer de réfléchir ensemble. Vraiment, je remercie les amis qui ont partagé des informations avec moi. Alors, brièvement, je veux vous donner un aperçu des lectures que j'ai faites. Vous pouvez aussi les faire, hein. Si vous avez le temps, on a des sources doctrinales et puis on a des sources légales de la discussion d'aujourd'hui. C'est pas une thèse, c'est pas une mémoire, c'est juste un partage d'une compatriote avec ses compatriotes qui sont intéressés à échanger là-dessus. Alors, vous pouvez lire avec intérêt euh, le document qui a été produit par Bernard Mompassi Lutata. Pardon, Lututala. Bernard Mompassi Lututala a écrit sur l'immigration en Afrique centrale, dans les caractéristiques et les enjeux des migrations en Afrique centrale par rapport aux intégrations sociales. Vous pouvez aussi lire le document qui a été publié par Wilkinson Richard en 1994. C'est un sociologue, mais beaucoup plus épidémiologiste, qui a écrit sur la crise migratoire de 1994 après l'assassinat du président Habyarimana et le président burundais. Parce qu'il y a eu une vague de près de 1 million de personnes qui ont traversé les frontières zaïroises pour venir se réfugier au Zaïre de l'époque en prenant d'assaut la ville de Goma. Il y a un camp des réfugiés qui s'est créé tout autour de la ville de Goma en 1994. Alors vous pouvez aussi lire, il y a un mémoire académique qui a été défendu ici au Canada à l'université de Sherbrooke par Nikes Muzinganglola. Alors ce mémoire de la faculté de théologie, éthique et philosophie a parlé essentiellement de la question des Banyamulenge de la République démocratique du Congo. Donc, il fait un aperçu des mouvements migratoires dans la région des Grands Lacs et puis se focalise sur les Banyamulenge de la République démocratique du Congo. C'est un mémoire de 180 pages, donc c'est à lire à votre temps perdu. Et puis, il y a un dossier qui a été produit par un journaliste allemand. Ça s'appelle la colonisation. L'Allemagne aussi a colonisé l'Afrique. Donc, ils essaient de revisiter la colonisation allemande. C'est important parce que nous allons comprendre à quel moment le Rwanda-Urundi est devenu une partie de la colonie belge et ce que ça a eu comme implication par rapport au mouvement migratoire des personnes. Et puis, vous pouvez aussi lire le document de Jacques Barou qui a écrit sur l'immigration et les travaux forcés en Afrique subsaharienne. Il faut comprendre qu'à l'époque de la colonisation, la modernité ou l'industrialisation n'était pas beaucoup avancée. Il n'y avait pas des machines d'excavation, il n'y avait pas des marteaux-piqueurs pour construire des routes, des chemins de fer et tout. Tout cela demandait de la main-d'œuvre des personnes. Et les communautés n'étaient pas peuplées autant qu'aujourd'hui. Donc, il a fallu aller chercher la main-d'œuvre ailleurs pour certains travaux. Donc, je pose juste le cadre pour vous. Maintenant, nous allons faire l'historique légal de la nationalité congolaise. Maintenant, par rapport à l'historique social dont je vous ai parlé tantôt, on est en 1884. Les pouvoirs occidentaux ont découvert l'Afrique et puis se sont dit que c'est une opportunité pour sortir de la crise européenne. Et puis, bref, ils veulent se partager les territoires. L'Allemagne, à l'époque, n'était pas intéressée par... Bonsoir, Maître Lufuta, Maître Esther Rose Lufuta. Merci de te connecter et merci de partager avec moi aussi vos lectures si vous en avez faites. Bonsoir Roger Chikala. Roger Chikala me dit les Congolais naturalisés n'ont pas d'ethnie. Pour un Congolais naturalisé, sa région d'origine est la province où la demande de naturalisation a été demandée. Oui. Comparé au Congo, je pense que vous avez raison, mais n'oubliez pas que quelqu'un qui est naturalisé vient toujours de quelque part. Parce que lorsqu'on prend une nationalité d'acquisition, on a toujours sa nationalité d'origine. Donc, la personne a forcément une ethnie d'origine. Donc, si on est un Rwandais naturalisé congolais, on est Congolais d'origine rwandaise. Si on est un Sénégalais naturalisé congolais, on est Congolais, d'origine sénégalaise en continuant d'appartenir à son ethnie sénégalaise ou rwandaise. Je referme la parenthèse, je reviens à notre développement de migration sociale. Maintenant, l'Allemagne n'était pas intéressée aux explorations, comment je peux dire, économiques qui se faisaient au 19e siècle.
Mais lorsque elle a eu vent de ce qui s'est passé dans ces nouvelles terres que les puissances occidentales étaient en train de découvrir, l'Allemagne s'implique. Et l'Allemagne s'arrange pour abriter la conférence qui devait porter sur le partage des territoires de l'Afrique, la conférence de Berlin de 1885. Et pour paraphraser à ce moment-là, le Deuxième Reich, ce qu'il a dit, il a dit, nous ne voulons déranger personne, mais nous voulons aussi notre part sous le soleil. Parce qu'ils savaient qu'eux, ils n'avaient pas envoyé des explorateurs. Alors, on partage l'Afrique, la France, la Belgique a ses colonies, l'Allemagne aussi a ses colonies. Alors, brièvement, je vais vous dire quels étaient les pays qui étaient les colonies allemandes. On a le Togo, on a le Cameroun, on a ce qu'on appelait à l'époque l'Afrique du Sud occidentale qui est l'actuelle Namibie. C'était une colonie allemande. Et puis nous avons l'Afrique orientale qui était une colonie allemande. L'Afrique orientale comprenait l'actuel Rwanda, le Burundi, ainsi que la Tanzanie. Et l'Afrique orientale avait sa capitale à Dar es Salaam. Maintenant, nous avons la Première Guerre mondiale qui arrive. L'Allemagne perd la guerre mondiale. Alors, comme pour payer un tribut à ceux qui avaient remporté la guerre, l'Allemagne est obligée de se départir de ses colonies. Il y a une autre conférence qui va se faire en 1910 en France, à Versailles, où ceux qui ont gagné la guerre, nous avons l'Italie, la France, nous avons la Grande-Bretagne, nous avons les États-Unis, ils vont décider de se partager les anciennes colonies allemandes. À ce moment-là, l'Angleterre va prendre la partie qui est actuelle Tanzanie et la Belgique va prendre le Rwanda et le Burundi qui seront annexés à l'État, comment on appelait encore ce pays-là, le Congo belge à l'époque, l'État indépendant du Congo. Alors le Rwanda et le Burundi sera annexé à ce pays-là. Maintenant, il faut savoir que lorsque les Belges ont acquis le Congo belge de Léopold II, en 1908, a cédé le Congo belge qui était sa propriété privée au Royaume de Belgique. Ça devient maintenant une colonie belge. Les Belges, ainsi que les autres Occidentaux, avaient une politique de colonisation. Ça veut dire qu'ils installaient les ressortissants belges sur les colonies pendant qu'ils étaient en train d'exploiter ces colonies-là. L'Allemagne avait une autre politique. L'Allemagne avait plus une politique d'exploitation. Vous verrez que dans les documents historiques, il y a très peu de colons allemands au Rwanda, au Burundi et même en Tanzanie. Eux, ils étaient plus intéressés par les matières premières. Ce qui fait que les Belges, puisqu'ils s'installaient au Congo, ils ont fait l'analyse et l'étude, on peut dire l'inventaire, si vous pouvez me permettre les termes, l'inventaire sociologique des ethnies qui se retrouvaient du côté de l'État indépendant du Congo. On est en 1985, la Belgique a le côté qui est la République démocratique du Congo, l'Allemagne a l'Afrique orientale. Maintenant, une frontière était tracée. Lors de la conférence de Berlin, la frontière était tracée par rapport à l'Afrique orientale au niveau du lac Tanganyika en montant vers les autres lacs. À ce moment-là, on a eu des tribus qui se retrouvaient de part et d'autre comme étant des tribus ensemble, mais qui ont dû être divisées. Maintenant, au niveau du Rwanda, il y avait des royaumes qui étaient dirigés par des Mwami à l'époque, mais ces royaumes qui étaient tout le temps comme les autres royaumes africains, bien sûr, en train de faire des guerres d'expansion, ce qui créait des mouvements migratoires. Il y a des populations qui fuyaient de l'autre côté du lac ou de l'autre côté des montagnes, qui venaient du côté du Congo belge. Mais la grande partie restait du côté du Rwanda. Donc en 1908, lorsque le royaume de Belgique prend possession de l'État indépendant du Congo, il recense les tribus qui sont sur ces territoires-là. On n'a aucune tribu rwandaise parce que les Rwandais sont de l'autre côté de l'Afrique orientale. 1910, la Belgique récupère le Rwanda-Burundi. Lorsqu'il récupère le Rwanda-Burundi, on arrive à 1920. Il y a la grande rébellion des Hutus contre les Mwami. Ça crée un grand mouvement migratoire. Bon, un grand mouvement migratoire comparé aux populations de l'époque. On parle des milliers de personnes, on ne parle pas des millions, des milliers de personnes qui vont traverser le lac, qui vont venir de l'autre côté des montagnes pour se réfugier. Mais par après, qui vont revenir, qui vont repartir de l'autre côté. À un moment donné, il y a un conflit qui éclate entre la Belgique et le Portugal. Et ce conflit-là va amener à une tracée vraiment tangible, étanche, si on peut dire, des frontières.
Lorsqu'ils vont tracer les frontières en 1924, hein, la Belgique va demander, surtout aux ethnies rwandaises qui faisaient tout le temps des va-et-vient, il faut savoir qu'il y avait aussi des migrations clandestines des Rwandais qui venaient vers les plateaux des montagnes de l'Est. Ces migrations étaient plus faites par des populations d'éleveurs qui étaient en quête de pâturage. Alors que sur les collines, notamment la colline des Moulingues, nous avions des cultivateurs et nous avions des populations semi-nomades. Donc les Batois. Les Batois, ce sont des populations pygmées. Elles sont semi-nomades parce qu'elles s'installent à un endroit, elles vont vivre de la cueillette et lorsqu'il n'y a plus assez de vivres, elles vont se déplacer pour s'installer à un autre endroit. Et puis nous avons les Bafouléros et les autres ethnies qui étaient des cultivateurs. Maintenant, nous avons ces migrations-là qui viennent des éleveurs en quête de pâturage. Ils vont saccager les cultures et ils vont être un danger pour ceux qui vivent de la cueillette. Donc déjà les populations locales n'étaient pas réceptives à ces intrusions des migrations des populations venues du Rwanda. Ça, nous sommes en 1924. Jusque-là, ce sont des conflits au niveau des communautés locales, mais qui n'intéressent pas encore l'autorité coloniale. On arrive maintenant en 1930, il y a des grandes vagues qui arrivent parce qu'il y a la rébellion du Mwami au Rwanda qui voulait se rebeller contre l'autorité coloniale carrément et puis qui va attaquer les communautés Maï-Maï. L'autorité coloniale va intervenir pour essayer un peu de calmer les conflits. Malheureusement, la façon de calmer des conflits, c'était presque tuer tout le monde. Ça crée la peur et puis nous avons une certaine accalmie. Bonsoir Chiba, merci de te connecter. Nous arrivons maintenant en 1950, les années 50. Il faut savoir que nous sommes lors du boom industriel. La Belgique a le Congo avec les minéraux, le cuivre, l'étain, tous ces minéraux que nous avons et qui ont été découverts dans la province du Katanga. Bien sûr, il y a le développement de la culture avec le café et le thé, l'EVA, mais la Belgique est beaucoup plus intéressée à développer la province du Katanga parce que c'est une province minière. Souvenez-vous, ce que je vous ai dit tantôt, les communautés n'avaient pas une forte densité de population. Nous sommes dans une période d'industrialisation où il n'y a pas beaucoup de machines. Donc, il faut aller chercher la main-d'œuvre ailleurs. Il y a les populations katangaises qui vont être utilisées dans les travaux des mines et des carrières minières. Les colons belges vont aller chercher des populations dans le Kasaï pour les amener au Katanga, toujours pour le travail dans les carrières minières. Les colons belges vont aussi aller chercher des populations au niveau de leur nouvelle acquisition, ça veut dire au Rwanda-Urundi, pour les amener dans les carrières minières, de sorte que ces personnes puissent travailler. Ils vont les installer dans les camps miniers, Gécamine, Cambové, nous avons différentes villes que malheureusement, je ne me souviens pas de toutes ces villes-là. Mais le point important que je vais juste mentionner, c'est que les colons vont chercher la main-d'œuvre et puis les installent. Maintenant, nous arrivons en 1960, c'est l'indépendance. Les Belges doivent partir parce que l'État indépendant du Congo va accéder à son indépendance. Lorsque nous accédons à l'indépendance, il faut maintenant que l'autorité locale constituée des autochtones puisse continuer la gestion des populations. Nous avons la zérianisation, mais qui va intervenir beaucoup plus tard. Maintenant, cette historique sociale, je l'ai fait pour démontrer l'intrusion des populations rwandaises vers les territoires congolais déjà dans le temps. Maintenant, nous allons passer à l'historique législative maintenant de la nationalité parce que, bon, j'ai voulu plus qu'on parle de l'historique législatif parce que c'est un domaine que moi je comprends beaucoup plus, c'est un domaine du droit. Le domaine social était important pour montrer à quel moment le Rwanda-Urundi est devenu une propriété de l'État indépendant du Congo. Puisque dans les documents historiques, lorsqu'on regarde l'inventaire des tribus qui étaient sur le territoire de l'État indépendant du Congo, qui remonte à 1910 et même un peu plus avant, il n'y a aucune ethnie rwandaise. Parce qu'à ce moment-là, les Rwandais sont du côté de l'Allemagne, donc ils ne sont pas sur le territoire de la République démocratique du Congo. Maintenant, lorsque nous cherchons ce qu'on peut appeler comme le premier texte de loi qui régit la nationalité au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons un décret du 27 décembre 1892, donc 1892. Ce décret essaye un peu d'organiser la nationalité congolaise.
Nous sommes dans l'État indépendant du Congo, propriété du roi belge. Nous sommes en 1992. Le Congo n'est pas encore passé entre les mains du Royaume de Belgique. Donc, Léopold II, il gère le Congo comme une propriété privée. Mais il travaille avec des individus, donc des Belges, qu'il envoie sur les territoires congolais pour gérer. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la colonie est un centre commercial. Il y a des Belges, mais il y a aussi des étrangers. En Afrique, nous avons des Portugais, nous avons des Anglais et nous avons des Portugais, nous avons des Anglais. Qui est-ce que nous avons encore? J'ai oublié. Ceux qui me viennent en tête, c'est les Portugais, les Anglais, parce que c'est eux qui faisaient le plus de commerce. Donc, à ce moment-là, le Léopold II sent le besoin d'identifier les gens qui lui font allégeance, les gens qui lui rendent des comptes et les gens qui lui payent l'impôt. L'impôt sur les productions et l'impôt sur le commerce qui est en train de se faire sur son territoire à lui parce que c'était sa propriété privée. Donc, nous avons le décret du 27 décembre 1992 qui détermine la nationalité congolaise. Mais il faut remarquer que ce texte ne dit pas qui est congolais. Ce texte dit juste comment on devient congolais. Donc la nationalité congolaise s'acquiert originellement lorsque les personnes sont nées sur les territoires du Congo, des parents congolais. Donc c'est à la fois le droit des sang et le droit de sol. Si tu es né des parents congolais, tu es congolais. Tu peux naître des parents étrangers, mais lorsqu'ils sont au Congo, tu es congolais. Donc on a le droit de sang et le droit de sol. Et puis la nationalité était accordée individuellement. La personne devait faire la demande. Donc, si tu fais la demande de la nationalité, on t'accorde. La demande devait être faite au gouverneur général, donc qui était le représentant du roi. Et puis, le roi accordait la nationalité par un décret royal. Et puis, bon, nous avons toujours les principes internationaux de droit. Il y a les enfants trouvés, les enfants abandonnés, qui sont congolais par présomption de la loi. Parce qu'ils sont trouvés sur le sol de l'État congolais à ce moment-là. Ensuite, nous avons un autre texte qui va arriver en 1904, le 21 juin 1904. Ce texte-là, il va ouvrir la nationalité congolaise pour la rendre accessible aux autochtones, qu'on appelait à l'époque les indigènes. Parce que la nationalité congolaise dont on parle, c'est les colons, les étrangers occidentaux qui sont au Congo, mais on ne parle pas des autochtones. Maintenant, en 1904, la nationalité est ouverte aux autochtones. Donc, les autochtones peuvent acquérir la nationalité, mais c'est une nationalité que je peux dire sui generis. C'est une nationalité qui a un genre particulier parce qu'elle n'établit pas forcément l'allégeance par rapport au paiement de l'impôt, mais elle établit l'allégeance beaucoup plus par rapport à l'autorité de la loi. Parce qu'on dit que lorsqu'un indigène demande la nationalité et qu'il l'acquiert, s'il ne renonce pas à la nationalité, même s'il se retrouve dans un autre pays, dans une autre colonie, ou même s'il se retrouve sur un autre territoire, il continue à dépendre de l'autorité de l'État en ce qui a trait aux matières pénales, en ce qui a trait aux matières fiscales et en ce qui a trait aux matières criminelles, par exemple, surtout aux matières d'extradition aussi. Donc, c'est une nationalité qu'on peut dire, si on essaie un peu d'interpréter, limitée. Maintenant, nous évoluons dans l'histoire. Je vais faire ça un peu plus rapide pour que nous arrivions vraiment au sujet qui nous concerne. Nous arrivons en 1965. 1965, nous avons d'abord acquis l'indépendance. Il y a eu les guerres de sécession. Et puis, il y a eu le nouveau régime avec l'accession de Mobutu au pouvoir. Il y a eu l'assassinat de Lumumba. Et on a maté la sécession du Katanga, on a maté la sécession du Kassai, on a maté la sécession des Moulélistes. Donc, il y a entre guillemets la réunification de l'État. Et puis, les militaires sont au pouvoir. Nous avons Mobutu qui est au pouvoir. Lorsque l'on accède à l'indépendance, il y a ce sentiment-là de vraiment se débarrasser des colons. Il y a la constitution, la première constitution qui est vraiment prise avec le consentement des Congolais, puisque jusque-là, nous avons des textes des lois qui sont pris par le roi ou par le Parlement belge. En 1964, on a la constitution de Loulo-Abour. C'est la première constitution que les Congolais vont mettre en place par eux-mêmes pour se gérer à Loulo-Abour. Nous sommes à l'indépendance. Maintenant, en 1965, on va prendre ce qu'on appelle un décret-loi du 13 mars pour gérer la nationalité. Dans ce décret-là,
on déclare pour la première fois de façon claire que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. À ce moment-là, en 1965, le fait de déclarer que la nationalité congolaise est une et exclusive, les autorités de l'époque sont plus en train de viser les colons belges. Parce que souvenez-vous, les Belges qui étaient au Congo pouvaient acquérir la nationalité congolaise, s'ils étaient nés ici ou s'ils en faisaient la demande. Donc en 1965, les autorités congolaises déclarent la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Tu ne peux pas être belge et congolais, c'est ou l'un ou l'autre. Donc on a déjà un changement. Maintenant, cette nationalité congolaise-là de 1965, on l'attribue rétroactivement. Ça veut dire, et congolais, c'est lui qui a eu un de ses aïeux, donc ses ancêtres, faisait partie des tribus qui s'est retrouvé dans les limites, ça veut dire les frontières de l'État indépendant du Congo, telles que ces frontières étaient définies en 1960. Mais on parle des ethnies qui s'est retrouvées dans les frontières du Congo de 1960, les ethnies répertoriées en 1908. Donc, si je peux relire l'article qui en parlait, il dit ceci. La nationalité est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont un des descendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur les territoires du Congo avant le 18 octobre 1908. Donc, les personnes qui, à ce moment-là, possédaient une autre nationalité sont invitées à faire un choix. Ils avaient un délai de 12 mois pour faire un choix. Soit de garder l'autre nationalité, soit de garder la nationalité congolaise. Maintenant, nous quittons 1965 et puis nous arrivons maintenant à la loi de 1971. L'ordonnance loi de 1971. Celle-ci, elle nous intéresse parce que c'est une ordonnance loi. Jusque-là, tous les textes de loi qui sont pris pour l'ensemble du pays, l'ensemble du territoire. L'ordonnance loi numéro 71-020 du 26 mars 1971, elle est spécifique à une catégorie de la population. Elle s'adresse vraiment aux populations originaires du Rwanda-Urundi. Parce que remarquez une chose, l'ordonnance, le décret loi de 1965, qui place la nationalité aux tribus répertoriées en 1908, ne comporte pas les tribus du Rwanda-Urundi. Parce que lorsque nous avions fait notre historique social, je vous ai expliqué que le Rwanda-Urundi a été acquis à la Belgique après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a perdu la guerre. C'était la conférence de Versailles 1910, donc 1910-1911 par là. En 1908, on n'a pas ces populations-là. Donc, les populations rwandaises qui, à l'époque, étaient installées au Congo, on a deux catégories de populations rwandaises qui étaient au Congo. On a les populations qui s'étaient établies au niveau des montagnes, qui faisaient intrusion en quête de pâturage et qui ont fini par s'installer. Nous avons les populations rwandaises qui ont été transplantées, ça veut dire celles que les colons sont allés chercher pour compléter ou bien suppléer à la main-d'œuvre ici du côté de la République démocratique du Congo, spécifiquement dans la province du Katanga pour les travaux d'exploitation minière. Donc, ces populations-là ne sont pas concernées par l'ordonnance loi de 1965, puisque leur tribu n'était pas dans les frontières de l'État indépendant du Congo de 1908. Maintenant, nous sommes en politique. Là, la politique va jouer. Nous avons appris, lorsque nous avons appris l'histoire du Congo, que la politique a été jouée par Bisengimana qui travaillait avec Mobutu, qui va influencer Mobutu pour qu'il prenne cette ordonnance-loi. C'est une ordonnance-loi qui n'a qu'un seul article et qui dit que la nationalité congolaise est accordée aux personnes originaires du Rwanda-Urundi établi au Congo au 30 juin 1960. Donc, en prenant le 30 juin 1960, l'ordonnance loi de 1971 prend et ceux qui avaient fait intrusion en 1920 et ceux qui sont venus en 1950
et ce que les Belges, les colons, sont allés chercher pour suppléer à la main-d'œuvre. Mais c'était une erreur juridique qui est difficile à qualifier. Parce que les conseillers de Mobutu, je pense le bureau politique du MPR à l'époque, est revenu pour dire que c'était une erreur. On ne peut pas prendre une loi personnelle en identifiant un groupe ethnique. La loi doit être impersonnelle, premièrement. Et puis, deuxièmement, la nationalité il y a un principe universel. La naturalisation est une nationalité que l'on acquiert à la demande. On ne peut pas vous imposer une nationalité. Un individu demande la nationalité. Comme aujourd'hui, on voit les gens sont en train de voyager à travers le monde. Tu vas dans un pays étranger, au Canada, nous avons des Congolais qui sont des Canadiens d'origine congolaise. Tu habites au Canada, si ça te plaît, tu veux t'installer, tu demandes la nationalité canadienne et puis elle t'est accordée ou elle t'est refusée. Mais tu demandes. Maintenant, là, nous avons une ordonnance loi qui a donné la nationalité à un groupe ethnique bien identifié. C'était une loi personnelle. L'erreur va être corrigée en 1972, donc en 1972. On a maintenant la loi numéro 72. Je vous donne les numéros, comme ça vous pouvez chercher ces lois-là et faire votre propre lecture. On a la loi numéro 72-002 du 5 janvier 1972 relative à la nationalité zaïroise, donc à la nationalité congolaise aujourd'hui. Maintenant, cette loi-là, elle a une spécificité. Et dans les mêmes principes, la nationalité est transmise par le père ou la mère. On a le droit de sang et le droit de sol. On a la présomption pour les enfants abandonnés ou les enfants trouvés. Elle revient maintenant. Elle attribue la nationalité, toujours rétroactivement. Ça veut dire à la date du 30 juin, en son article, conformément à l'article 5 de la Constitution. Là, nous sommes en 1972. La Constitution de Loulo-Abour de 1964 a été revue, dont nous avons la Constitution modifiée de 1967. Et l'article 5 de cette Constitution permet donc au Parlement de prendre une loi sur la matière de la nationalité. Donc, ils prennent cette loi-là, ils accordent la nationalité à toutes les personnes rétroactivement à 1960, donc aux personnes dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu établi sur les territoires de la République dans ses limites au 15 novembre 1908. À la différence au décret de 1965 qui parlait du 18 octobre 1908, là nous parlons du 15 novembre 1908. Bon, j'essaie de faire des recherches un peu pour voir au niveau de l'historique sociologique quelle était la différence entre ces deux moments. L'octobre 1908 et novembre 1908, je n'ai pas trouvé d'éléments, mais c'est quand même une différence dans la loi. La loi de 1965 accordait la nationalité au 30 juin à des personnes qui avaient leurs ascendants membres d'une tribu ou d'une partie des tribus dans les limites de l'État indépendant du Congo en octobre 1908. Celle de 1972 accorde à ceux qui étaient en novembre, donc on est un mois en arrière. Maintenant, les personnes du Rwanda-Urundi, elles étaient installées au Congo officiellement à partir de 1950. Donc, ces personnes-là, elles se sont vues implicitement retirer la nationalité, puisque, souvenez-vous, leurs ethnies sont arrivées après la première guerre mondiale, quand l'Allemagne a perdu la première guerre mondiale vers les années 1910 quelque chose. Donc 1908, ces tribus-là ne sont pas sur le territoire du Congo. Et puis, nous avons continué avec cette loi-là, mais ça créait comme des tensions politiques parce que ces personnes-là du Rwanda-Urundi ont commencé à réclamer qu'on leur a retiré la nationalité, que cela a posé problème, ainsi de suite. Nous avons les tensions politiques que nous avons connues. Maintenant, on arrive en 1981. La nationalité cause toujours un problème, surtout et toujours pour les populations venues du Rwanda-Urundi. En 1981, nous avons une loi, la loi sur la nationalité, qui en fait partie d'un grand document juridique qui va être créé en 1987, c'est le Code de la famille. La loi sur la nationalité de 1981, c'est le livre premier du Code de la famille
qui va être promulgué en 1988, mais qui a été créé en 1987. Maintenant, en 1981, on revient encore sur la nationalité. Et on dit ceci, en l'article 4. Et Zaïrois, parce qu'on est au maintenant Zaïre, et Zaïrois au titre de l'article 11 de la Constitution à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établie sur la République du Zaïre dans ses limites au 1er août 1985, tel qu'est modifié par les conventions subséquentes. On va encore plus loin. Les premières lois que je vous ai citées ont parlé d'octobre 1908, novembre 1908. Mais toujours, on n'avait pas les tribus venues du Rwanda-Urundi. Celle-ci parle de 1885. Ça veut dire la période de la conférence de Berlin. C'est vraiment un écart total et complet des communautés venant du Rwanda-Urundi. Maintenant, il ne faut pas oublier que lorsqu'on analyse les textes des lois, moi personnellement, je pense, certains juristes aussi peuvent le penser ou me contredire, il y a une petite contradiction. Mais on va y revenir plus tard. On va continuer à faire notre évolution juridique. On est en 1981, donc il faut qu'on arrive à l'an 2020. On continue de 1981, on va arriver à l'an 2004 pour l'évolution juridique. 1981, on arrive à 2004. Qu'est-ce qui se passe en 2004? Il faut savoir que 2004, nous avons eu la guerre de l'Infidèle en 1996 et puis l'accession au pouvoir de Musée Kabila en 1997 avec une vague de Rwandais. Il y a eu Musée Désiré qui a été tué en 2001. Il y a eu la rébellion avec le RCD qui a commencé à l'Est. Puis il y a eu les accords de Sun City. Puis il y a eu le gouvernement 1+4. Puis il y a eu le dialogue intercongolais. Puisque la loi de 2004 sur la nationalité réfère au dialogue intercongolais. Et puis à tous ces troubles-là que nous avons connus. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la loi de 2004? Elle reprend plusieurs principes de nationalité. Elle est transmise par le père et la mère pour les enfants qui sont trouvés, la présomption. On a presque les mêmes principes. Sauf que il y a maintenant un changement. La loi numéro 04-024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, elle a été prise conformément à l'article 14 de la Constitution de transition. Donc à l'époque, on a une Constitution de transition. Maintenant, elle dit ceci. La loi de 2004 accorde la nationalité aux personnes de tous les groupes ethniques et nationalités. Excusez-moi. Elle accorde la nationalité à tous les groupes ethniques et nationalités. Retenez bien ce mot. Groupe ethnique et nationalité. Tous les textes de loi que nous avons lus jusque-là nous ont parlé des groupes ethniques et des tribus. Pour la première fois, on nous parle des groupes ethniques et nationalités. Donc, les nationalités installées sur les territoires qui constituaient l'État indépendant du Congo et qui est devenu le Congo présentement République démocratique du Congo en 1960. En 1960, les précédents textes de loi nous ramenaient avant 1960. Mais à partir de 2004, on parle des groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement République démocratique du Congo, en 1960. Point. Les précédents textes de loi que nous avons vus accordaient la nationalité rétroactivement à 1960, mais pour les groupes ethniques qui étaient installés à partir soit de 1908, soit de 1885. Mais avec la loi de 2004 qui a été promulguée par Joseph Kabila, nous avons la nationalité qui est accordée aux groupes ethniques en 1960. Lorsqu'on rapproche le délai à 1960, on inclut les Rwandais qui ont été transplantés par les colons belges. Ça, c'est du côté juridique et du côté social de la chose.
Maintenant, revenons à l'aspect historique. Qu'est-ce qui fait que il y a cette méfiance? Parce que je ne veux pas dire ce rejet. Disons, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette méfiance des Congolais par rapport aux Rwandais qui habitent la colline de Mulenge et qui s'appellent Congolais Banyamulenge? Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer tout de suite. Lorsque vous lisez les documents sociologiques et anthropologiques qui parlent des populations dans l'est de la République démocratique du Congo ou dans la région du Grand Lac, vous allez voir que le préfixe Banya, c'est un préfixe qui montre l'appartenance à un territoire donné, à une terre donnée. Maintenant, Mulenge, c'est une colline qui avait des occupants. Je vous ai parlé des Batois qui sont des Pygmées. Je vous ai parlé, attendez, je vais vous dire les tribus qui habitent la colline des Mulenge là. Nous avons les Bafuliru, nous avons les Batois dont je vous ai parlé tantôt, les Pygmées. Nous avons aussi les... Comment on appelle ces gens-là? J'ai cité les Bafuliru. J'ai cité les Babembe, les Balega, attendez. Babangubangu, les Babangubangu, les Bavira, les Bayindu, les Bamushi. Et puis, tous ces tribus-là habitent la colline de Mulenge. Mais vous voyez, quand on dit Balega, ça veut dire ceux des Lega. Bamushi, c'est de la lignée Mushi. Les Babembe, c'est des Bembe. Babangubangu, c'est les Bangubangu. Les Bafuliru. Les Bafuliru, c'était les gens qui habitaient anciennement la montagne de Fort Block, qu'on appelait Folero. Et puis le nom est resté Bafuliru. Mais ceux qui s'appellent Banyamulenge. Il y a même un adage dans l'Est, dans sa province-là, qui dit que Mulenge est une colline stérile parce que elle n'a pas une ethnie qui est de Mulenge. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Je vous ai dit tantôt qu'il y avait des populations autochtones qui vivaient. Les Bafuliru vivaient de la culture. Les Batois étaient des semi-nomades qui vivaient de la cueillette. Lorsque les Rwandais venaient de l'autre côté du lac, de l'autre côté des montagnes, et qui venaient s'installer en quête de pâturage, ils s'installaient beaucoup plus sur la colline de Mulenge. Parce qu'il y a beaucoup plus de pâturage sur cette colline-là. Il y a beaucoup de verdure. Il y a des belles terres pour ceux qui ont des troupeaux. Et ils ont commencé à s'appeler Banyamulenge. Les autres ont commencé à appeler Banyamulenge. Ceux qui se sont installés. Quand tu t'es installé, tu n'es pas originaire. Tu es venu de quelque part. Je ferme la parenthèse. Maintenant, je reviens à la question que j'ai posée tantôt. Qu'est-ce qui fait qu'il y a comme une méfiance des Congolais par rapport à ces habitants de l'ethnie, de la colline de Mulenge? Il y a des précédents historiques. Nous avons parlé tantôt des mouvements migratoires. Il faut savoir qu'avec le temps, il y a des choses qui s'installent. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit tantôt, le manque de main-d'œuvre a obligé les colons à aller chercher la main-d'œuvre ailleurs. Ils sont allés chercher la main-d'œuvre au Kasaï, ils ont amené au Katanga parce qu'il y avait le boom industriel. Ils sont allés chercher la main-d'œuvre dans le Rwanda, au Burundi, ils ont amené au Katanga. Au jour d'aujourd'hui, si vous allez au Katanga, vous allez trouver des personnes, des ethnies qu'on appelle des Balubakats. Ça veut dire des Baluba du Katanga. Il y a deux théories par rapport à l'origine des Balubakats. Il y en a qui disent que les Balubakats, ce sont lorsque les Baluba faisaient leur migration de l'Afrique du Sud vers l'Afrique en montant, et puis il y en a qui sont arrivés vers le Sahara par là. Il y a une partie qui s'est arrêtée au Katanga. Et puis une autre partie conduite par Inlungambidi qui a continué. Donc, lorsque les Baluba, qu'on est allé chercher au Kasaï, on les a amenés au Katanga, ils ont retrouvé d'autres de leurs frères installés depuis dans des royaumes que les colons ont trouvés. Ça leur a permis, après le temps, de s'installer.
Les mouvements migratoires dus à la colonisation ont fait que des peuples ont été déplacés, mais avec le temps, il y en a qui se sont installés. Donc, nous avons 1950 jusque, disons, 1996, il n'y a pas de problème majeur. Il y a des conflits ethniques, mais il n'y a pas de problème majeur au niveau de l'insécurité ou au niveau de la stabilité de l'État. Les problèmes avec les Banyamulenge commencent en 1996. On a assassiné le président du Rwanda et du Burundi, il y a la guerre au Rwanda, il y a le génocide des Tutsis, les gens fuient vers le Zaïre à l'époque. 1 million de personnes traversent la frontière. C'est un poids lourd. Ces personnes ne sont pas recensées. Ces personnes ne sont pas répertoriées. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui vont s'installer dans les camps des réfugiés de la ville de Goma, mais il y en a qui vont rejoindre les anciens Rwandais déjà installés au Congo et se faufiler avec eux. Ils ne sont pas les descendants des Rwandais établis. Ils ne sont pas les descendants des Rwandais transplantés. Je vous ai donné la différence entre établis et transplantés. Transplantés, c'est ceux que les colons sont allés chercher pour les besoins industriels. Établis, c'est ceux qui sont venus en quête de pâturage. Donc, ces personnes qui viennent en 1996 ne sont les descendants de personnes, en tout cas personnes du moins du côté du Zaïre à l'époque. Mais, comme ils ont des liens ancestraux, si je peux me permettre le terme, ils en profitent pour s'installer sur la même colline de Mulenge. Ça, c'est d'une part. La guerre éclate à l'est du Congo. Nous avons la guerre de libération qui va conduire à l'accession au pouvoir de Mzee Kabila. Avant que la guerre n'éclate au Congo, quelque chose se passe au Rwanda. Il y a le FPR de Kagame qui va traverser la frontière de l'Ouganda pour aller attaquer le pouvoir au niveau de Kigali. Qu'est-ce qui se passe au Zaïre? Les Zaïrois vont remarquer un départ massif des jeunes rwandophones qui se disaient déjà congolais de l'Est vont aller massivement rejoindre l'armée du FPR. Ça, c'est documenté. Parce qu'il y a des analyses, il y a des études qui ont été faites, il y a des rapports. Moi, j'ai pu avoir accès à des rapports du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population. Vous pouvez le lire sur le site des Nations Unies. Il y a des rapports de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Vous pouvez lire. Il y a un départ massif, surtout des jeunes, qui vont quitter le Zaïre et qui vont rejoindre les FPR. Ça crée la méfiance au niveau des Zaïrois qui se posent la question. Pourquoi cette allégeance à une armée de rébellion étrangère? Parce qu'en 1994, le FPR de Paul Kagame est un mouvement de protestation, est un mouvement de rébellion qui vient de l'Ouganda. Donc les gens se questionnent. Pourquoi cette allégeance à une armée de rébellion étrangère par des gens qui se disent zaïrois? Ça, c'est le premier problème. On est en 1996. Maintenant, Paul Kagame, il fait sa guerre là-bas en Rwanda et puis il accède au pouvoir. Et puis, nous avons le Rwanda qui, toujours sous le prétexte de venir protéger les Banyamulenge, traverse la frontière du Zaïre à l'époque, en 1996, et se retrouve à l'Est, avec à la tête ou bien avec aux commandes certains rebelles zaïrois, dont Laurent Désiré Kabila. Et ce mouvement qui était au départ déclaré comme un mouvement de protection des Banyamulenge deviendrait un mouvement de libération pour tout le Zaïre. Libérer le Zaïre de la dictature de Mobutu. Le mouvement va continuer jusqu'à Kinshasa. On arrive à Kinshasa, Laurent Désiré accède au pouvoir, mais il est entouré de beaucoup d'officiers rwandophones. On les appelle rwandophones parce qu'on ne veut pas qu'on les appelle rwandais, mais ce sont des Rwandais qui se réclament originaires de Mulenge. Mais le Mulenge que nous avons analysé tantôt, ce sont des gens qui sont installés il y a longtemps. Les plus récents se sont installés en 1950. Donc, ceux qui viennent en 1997 ne sont pas des ressortissants des Mulenge parce qu'ils ne sont pas les descendants des Rwandais, ni établis ni transplantés. Ce sont des gens qui viennent directement de Kigali. Première différence. Et ces gens, lorsqu'il n'y a pas eu des accords politiques avec Mzee Kabila, en 1998,
Ils s'en vont en l'Est, ils prennent les armes, et puis il y a une rébellion qui éclate. Toujours sous le prétexte de protéger les populations Banyamulenge. Nous avons la rébellion de Mutebousi et nous avons la rébellion de Kundabatware. À l'époque, c'est qui encore ce gars-là? Roubaix-Roy, qui y était issu. Souvenez-vous que Roubaix-Roy, il est venu avec la vague de l'AFDL. Ils n'ont pas pu empêcher leurs frères de pouvoir faire allégeance à l'État congolais. Ils ont pris les armes parce que, selon eux, les populations Banyamulenge étaient en danger. Il y a la rébellion de Mutebousi, on a Kundabatware et puis à l'époque, les Bizimakara, le RCD voit le jour. Dans le RCD, nous avons les Roubaix-Roy, nous avons les Zaïdi Ngoma et consorts et la guerre éclate. Lorsque la guerre éclate, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'Est, les Congolais voient ceux qui se réclamaient Congolais prendre les armes contre leurs propres frères. Il y a des dépeuplements massifs de localités pour l'occupation des terres. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Il y a quelqu'un qui a échangé avec moi, Maître l'élu, qui a dit qu'il faut voir la question sous deux aspects. Puisque selon son analyse, en réalité, il pense que les Banyamulenge n'ont pas vraiment besoin de la nationalité. Les bruits qu'ils sont en train de faire, c'est beaucoup plus pour des terres. Parce que eux, ils sont essentiellement éleveurs. Ils veulent des terres pour s'installer, pour leur bétail, pour faire l'agriculture. Peu importe, ils veulent des terres. Mais vous ne pouvez pas venir vous installer sur un sol étranger et avoir l'acquisition de la terre. Vous pouvez avoir la nationalité, vous pouvez avoir des droits de faire le commerce, d'acquérir des immeubles, de faire la politique si vous devenez citoyen. Mais les terres ont un lien ancestral. Nous voyons même dans des pays comme le Canada. Jusqu'aujourd'hui, le Canada a des conflits avec des Indiens, les Premières Nations, à cause des terres qui ont été données à l'époque de la colonisation, dans les années 1700 quelque chose. Les Anglais qui ont envahi le Canada ont distribué des terres aux compagnies, ils se sont arrogés des terres. Les Français, pareil. Aujourd'hui, les Indiens réclament ces terres-là. Vous ne pouvez pas acquérir le droit de sol par prescription. Le droit de sol, vous l'acquérez, en tout cas, quand il s'agit d'une ethnie, pas par rapport aux individus, parce qu'un individu, c'est vrai que vous pouvez acquérir des immeubles par prescription, bon, ça, je retire, mais par rapport à une tribu, ça prend des accords entre les autochtones et les nouveaux venus. Maintenant, nous avons la guerre qui éclate en 1998. On essaye de faire cesser les hostilités, ça marche pas. Mouzé est assassiné en 2001. Nous avons le dialogue intercongolais qui prend place, pardon. Il y a les dialogues, les accords de Sun City, et puis nous avons le gouvernement de 1+4. 1+4, ça veut dire Joseph Kabila, et les chefs rebelles, nous avons le MLC de Bemba, nous avons le RCD, et puis nous avons les Zaïdi Ngoma, les Roubaix-Roy ici, et puis les autres, j'ai oublié. Maintenant, lorsque Joseph prend le pouvoir, nous sommes en 2001, en 2003, encore il y a une rébellion qui éclate. Toujours les Banyamulenge. Mais Roubaix-Roy est le ministre, je pense, de la sécurité, quelque chose. Il n'a pas réussi à négocier avec les chefs rebelles. Je pense en 2003, c'était Mutebousi. Si j'ai dit non, si je me suis trompé. Mutebousi, c'était en 2003 parce que finalement, il est mort du côté du Rwanda alors qu'il était Banyamulenge. Nous voyons maintenant les réfugiés qui s'étaient installés dans la province du Kivu. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'en 1996, lorsque la guerre de FDL a commencé, nous avons à peu près 1 million de personnes qui ont traversé. Et quand je vous ai cité les différents documents que j'ai lus, je vous ai parlé de Richard Wilkinson. Wilkinson, il a dit ceci. Il dit que la crise migratoire des Grands Lacs de 1994, pour lui, c'est la plus grande crise de notre ère, donc du 21e siècle, si je peux dire, ou du 20e siècle, c'était 1900, du 20e siècle. Il dit c'est la pire des crises. 1 million de personnes quittent un État et ils vont envahir un autre État, ils vont pas dans différents États. Ces personnes-là n'étaient pas retournées dans leur pays, ils n'étaient pas réinstallés, ils étaient toujours dans l'Est. Lorsque la guerre éclate en 2003, ces personnes vont se diriger en majorité sur la colline de Mulenge
et vont commencer à se réclamer des Banyamulenge. En réalité, ils ne sont pas des Banyamulenge. Pour être Banyamulenge, selon l'historique juridique que nous avons fait tantôt, il faut être descendant des Rwandais qui s'étaient installés sur la colline de Mulenge en 1920, en 1930 et en 1950. Ceux qui sont arrivés en 2003 du Rwanda, ce sont des Rwandais. Mais aujourd'hui, ils se réclament des Banyamulenge. Maintenant, nous sommes arrivés en 2004. En 2004, il a fallu faire des accords pour trouver la paix parce que ça continue à décrépiter à l'Est. Et la question de nationalité est une question qui continue à faire débat. Alors, Joseph Kabila va signer la loi 2004 qui, jusqu'aujourd'hui, on est en 2020, la loi qui est en train de gérer la question des nationalités en République démocratique du Congo, c'est la loi de 2004 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il n'y a pas une nouvelle loi. Donc, la loi numéro 04-024 du 12 novembre 2004 qui accorde la nationalité à toutes les personnes qui font partie des tribus qui s'est retrouvée dans les frontières de la République démocratique du Congo en 1960. Donc, quand on met 1960, on inclut les Banyamulenge. Lorsqu'on avait mis en 1908 ou bien en 1885, on n'avait pas les Banyamulenge de quelque façon que ce soit. Mais lorsqu'on met en 1960, on donne la possibilité aux tribus venues du Rwanda au Burundi qui se sont installées sur la colline de Mulenge, qu'on appelle Banyamulenge, d'acquérir la nationalité congolaise à partir de 1960. Maintenant, nous allons faire l'état des lieux. Nous sommes aujourd'hui en 2020 dans un état que le président Félix Tshisekedi a hérité à partir de l'année dernière lors des élections de 2018. Et puis il a commencé son mandat en janvier 2019. Excusez-moi. Nous avons hérité d'un état faible. L'autorité de l'État n'est pas établie concrètement sur toute l'étendue du territoire. Vous vous souvenez de tous ces massacres que nos populations sont en train de vivre à Beni et à l'Est, même sous le nez de la mission des Nations Unies, parce que l'autorité de l'État n'était pas forte. Nous avons un État où le recensement n'a pas été fait. Lorsque vous lisez les documents des Nations Unies, la loi de 2004, avant qu'elle soit promulguée, c'est une loi qui a été passée par référendum. Il y a des rapports des Nations Unies, surtout les HCR, qui gèrent beaucoup des camps des réfugiés à l'Est, qui dit que beaucoup de gens sont partis des camps des réfugiés pour aller se procurer les cartes d'électeurs et voter pour le référendum. Il y a des gens qui ont traversé la frontière. On dit qu'il y a des Banyamulenge qui se sont retournés au Rwanda. Quand est-ce qu'ils sont retournés? Cela n'est pas mentionné. Mais il y a des Banyamulenge qui se sont réinstallés au Rwanda, qui ont traversé la frontière pour venir voter. Comment on pouvait gérer ce flux de personnes lorsqu'on avait un État qui n'avait pas son autorité établie? Souvenez-vous que 2004, il y a un recensement qui est fait pour préparer les élections de 2006. Avant les élections de 2006, Kabila en profite pour faire le référendum de sa loi. Et il y a des documents, ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai lues dans les rapports des Nations Unies qui mentionnent que les gens ont quitté les camps des réfugiés pour aller se procurer des documents d'identité et voter pour le référendum. Les gens ont traversé la frontière. Lorsque tu quittes les camps des réfugiés, tu traverses la frontière. Tu ne peux pas prétendre être les descendants de quelqu'un qui est établi sur une colline. Mais la loi a été promulguée. En droit, nous disons dur Alex, cède lex. Pessim Alex, cède lex. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est mauvaise, mais c'est la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à une loi mauvaise? Il faut la changer. Comment il faut la changer? Par le parallélisme des formes. Puisque la question des nationalités peut se traiter de façon légale, si nous pensons qu'actuellement nous avons un problème de nationalité, ça peut aussi se traiter de façon légale. Maintenant, en droit, il y a deux situations qui se présentent. Il y a la capacité, il y a l'opportunité. Tel que je suis là. Bon, je vais donner un exemple peut-être qui est hors contexte, mais rendu là, c'est l'exemple qui me passe à l'esprit. J'ai la capacité de me gifler. Je peux me gifler. Et très fort. Mais est-ce qu'il y a opportunité maintenant que je me parle de me gifler? Il n'y a pas opportunité.
Pourquoi je vais me faire de l'autoflagellation en me giflant alors qu'il n'y a aucune raison de me gifler? Même s'il y avait des raisons, moi je ne veux pas me faire mal. La capacité et l'opportunité. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que dans les attributions du chef de l'État, du président de la République, a-t-il la possibilité de prendre une loi modifiant celle-ci? Ou bien, notre Parlement a-t-il la possibilité de prendre une loi modifiant celle-ci? Oui. Mais dans l'état actuel des choses, à 1 an de mandat de pouvoir, est-ce que cela est une opportunité? Est-ce que cela est une priorité? Ça, c'est une question que je nous pose. Moi, j'ai fait ma réflexion et je me dis, lors des élections, moi, j'ai donné ma confiance à Félix Tshisekedi. Parce que je pensais et je continue à penser que Félix Tshisekedi était la personne, le politicien, dans l'état actuel des choses en République démocratique du Congo, qui a démontré à suffisance avoir un souci pour le progrès de la nation. Il a un souci pour restaurer l'autorité de l'État. Et je me dis que les problèmes que nous sommes en train d'identifier, si tout le monde y met de la bonne volonté, quand je dis tout le monde, ça veut dire les politiciens, on peut arriver à trouver des solutions. Regardons l'exemple de Beni. Nous avons fait des deuils et des deuils, des massacres à Beni, des tueries à Beni, au point qu'en 2017, quand Kabila a visité la province, ce coin-là de Beni, la population a chanté en Swahili en train d'appeler Kabila égorgeur, Mouchinja, Mouchinja, aux yeux de la police qui ne pouvait rien faire tant la population était frustrée. Le président de la République a été hué. Mais c'est la même armée, c'est les mêmes FARDC. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, il y a changement dans les résultats? Les scientifiques, ceux qui ont fait les sciences, ils disent que toutes choses restant égales par ailleurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Excusez, toutes choses restant égales par ailleurs. Donc, lorsque nous avons les mêmes causes, mais nous voyons des effets différents, c'est que les choses ne sont plus égales par ailleurs. Nous avons les mêmes FARDC, les mêmes AFDEL-NALU, si c'est AFDEL-NALU, je ne sais même pas, les mêmes incurseurs qui s'introduisent dans les villages pour égorger les gens, les mêmes villages. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le FARDC est en train de gagner du terrain? J'ai encore visionné les vidéos de Mamadou Ndala, notre martyr qui a été tué sur les champs de bataille. Mamadou Ndala a réclamé à corps et à cri du matériel, du renfort, de la force. Mais même avec les peu de matériel qu'ils avaient, il a réussi à mobiliser ses troupes, à les réconforter, à les sensibiliser et il avait des résultats. Bizarrement, il a été tué dans une embuscade suspecte. Suspecte. Lorsque vous regardez la vidéo de la mort du colonel Mamadou Ndala, c'est une embuscade suspecte. Selon la vidéo, en tout cas à la voir de premier coup, les tirs qui ont atteint sa Jeep venaient du côté des FARDC, alors que les ennemis étaient dans le sens opposé. Comment les tirs pouvaient venir de notre propre camp? En tout cas, ça, je laisse ça aux militaires et aux enquêteurs. Mais est-il qu'aujourd'hui, le constat est que nos mêmes FARDC sont en train de gagner du terrain en masse? Presque tous les bastions des rebelles ont été reconquis par les FARDC. Pourquoi? Parce que le leadership a changé. On a vu le président Fachi est allé à Beni, il est allé à l'Est. Même lorsqu'il est allé à l'Est et qu'il a perdu des proches collaborateurs, dans ce que moi, Marguerite, je qualifie d'attentat, jusqu'à ce que l'enquête nous prouve le contraire. Il a perdu ses proches collaborateurs. Il n'a pas hésité à retourner à l'Est pour fortifier et encourager la population. Et encourager nos FARDC. Et les résultats sont là. Les résultats sont là. Le même président Fachi a entrepris une tournée internationale. Mais Kabila ici, il voyageait de temps en temps. On voyait quand il voyageait, comment il était traité, comment le Congo était perçu. Aujourd'hui, nous voyons un président qui voyage, qui est reçu avec considération, qui est reçu avec valeur. Les Congolais commencent à retrouver leur fierté, en tout cas ceux qui veulent, hein, parce qu'il y en a qui se sont déclarés zaïrois.
Pendant que les Banyamulenge font l'effort d'être Congolais, il y a des Congolais qui font l'effort d'être Zaïrois. Bon, ça ne les engage que eux. Moi, en tout cas, je reste à mon sujet des Banyamulenge. Nous voyons que le président est reçu avec considération. Ça donne le courage, ça donne l'espoir. Nous sentons qu'il y a un changement de leadership. C'est pourquoi moi, même si je suis convaincu que les Banyamulenge d'aujourd'hui ne peuvent pas prétendre à la nationalité congolaise telle que les textes des lois le précisent, puisque les Banyamulenge d'aujourd'hui ne sont pas les descendants de ceux-là qui s'étaient établis à l'époque. Ça, c'est ma conviction. Maintenant, quel est l'impact de ma conviction? Presque pas d'impact, je ne gère pas le pays, je ne suis pas aux affaires. C'est pourquoi je préfère garder ma conviction, essayer de comprendre la situation et faire confiance en la personne que moi, j'ai cru capable de ramener ce pays sur les rails. Lorsque le président Fachi se lève à Londres, s'adressant à ses compatriotes congolais, il leur explique que Banyamulenge baza bandeko na biso congolais. Parce que j'étais à Beni, j'ai vu des soldats FARDC blessés dans l'hôpital à Beni. Ils ont reçu des balles parce qu'ils étaient au front pour défendre l'intégrité du territoire. Des soldats d'origine Banyamulenge blessés, je les ai vus. J'ai reçu les membres de la communauté Banyamulenge, je leur ai dit, vous êtes nos frères. Il est temps que vous arrêtiez de prendre les armes contre votre propre pays. Ce n'est pas normal qu'un officier des FARDC fasse défection pour aller prendre des armes et venir se retourner contre son propre pays. Ce n'est pas normal. Montrez votre attachement à votre pays. Moi, je ne comprends pas que les gens... Le président n'a pas parlé en anglais. Il n'a pas parlé en français. Il a parlé en lingala. Alors, lorsqu'on prend une partie de son discours et on veut en faire toute une thèse, moi, je ne vois que de la mauvaise foi. Mais, moi, ça me donne une occasion d'aller me renseigner, d'aller m'informer, de me remettre en cause. Qu'est-ce que je sais de cette question de Banyamulenge? Quel est le niveau de ma connaissance? Avec quels atouts j'aborde la question? Suis-je capable, à mon niveau, de faire le contour de la question? Lorsque je me suis posé ces questions, je me suis rendu compte que j'avais des lacunes. Il faut que j'aille lire. J'ai fait des recherches historiques. La colline de Mulenge, quand est-ce qu'elle a été peuplée? Où se trouve cette colline? Qui sont les autochtones qu'on appelle les premiers habitants de cette colline? Depuis quand elle a commencé à être peuplée? Comment est-elle peuplée aujourd'hui? Comment est-elle occupée aujourd'hui? Lorsqu'on me parle de Minembwe, Minembwe se trouve où? Quelles sont les infrastructures que nous avons à Minembwe? Parce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, lorsque nous avons un État fort, lorsque nous avons un État qui s'occupe de sa population, il y a des problèmes qui meurent d'eux-mêmes. Il y a des problèmes, je vous assure, qui vont mourir d'eux-mêmes. Je suis allé me renseigner sur Minembwe. Est-ce que vous savez que Minembwe, c'est un coin paradisiaque sur le plan de la nature? Le climat qui y fait, le sol de Minembwe est un sol très très fertile. C'est un très bon climat, même si les vents et les pluies peuvent être vraiment orageux. Mais Minembwe, c'est un coin paradisiaque. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures à Minembwe. Lorsque vous regardez dans les documents des Nations Unies, je vous suggère de lire les documents de l'UNICEF. L'UNICEF a fait avec le gouvernement congolais, je crois 2005 ou 2006, le DDR, le programme de démobilisation et de réinsertion des enfants soldats. La majorité des enfants soldats qui ont été démobilisés avec le programme de DDR étaient des enfants de Minembwe. Il y a eu un bureau du DDR à Minembwe et puis il y avait d'autres bureaux, je crois, à Goma, ainsi que, comment on appelle ça? Vers Uvira, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, il y avait un bureau du DDR à Minembwe. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures à Minembwe. Savez-vous qu'à Minembwe, on n'a même pas des antennes téléphoniques? Vous voyez les antennes des compagnies de cellulaires? On n'en a pas à Minembwe. Quand vous allez à Minembwe, vous devez utiliser un téléphone satellitaire. Bon,
L'information que je donne, c'est l'information, je pense, 2011-2012. On est rendu à 2020. Est-ce qu'il y a des compagnies qui ont mis des antennes là-bas? Ça, c'est quelque chose que je vais vérifier. Vous voyez un peu un coin comme ça? Il est facile que la population soit facilement agitée ou que la population soit manipulée parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de ressources. Mais supposons qu'à Minembwe, on mette des écoles, on met des hôpitaux, on met des entreprises pour donner du travail aux jeunes, on met des infrastructures pour soigner les gens, on met la télécommunication, on met l'électricité. On met l'eau courante, l'eau du robinet, l'eau courante qui arrive jusque dans les maisons des gens. On met des routes. Mais il y a des problèmes qui vont mourir d'eux-mêmes. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des conflits qui éclatent à l'Est et qu'on est en train de chasser les populations autochtones, elles fuient dans la brousse. Elles fuient dans la brousse. C'est vrai qu'il ne faut pas que l'urbanisation puisse être nuisible à l'agriculture. Ces populations-là sont des populations qui vivent de la culture. On peut leur donner des infrastructures pour, premièrement, évacuer leur production, développer le coin, mais un coin avec des infrastructures durables, des infrastructures, je peux dire, conséquentes. Ça sera difficile de venir comme ça en plein jour, en pleine lumière, tu commences à dépeupler les gens. Mais quand vous arrivez dans un village entouré d'une brousse, les conditions sont propices à une attaque. Lorsque vous avez des routes, il y a la lumière, il y a de l'eau courante, il y a des écoles, il y a des infrastructures, il y a le téléphone. On peut attaquer, quelqu'un peut directement appeler un poste de police ou on peut appeler une caserne de militaires. Mais ça va être difficile de faire certaines choses. Ça, c'est une interpellation aussi à nos autorités. Et moi, j'ai confiance et je réaffirme ma confiance au chef de l'État. J'ai donné confiance au chef de l'État parce que je pense qu'il est capable de mener le pays sur les rails. Je continue à lui faire confiance. Même si, moi, il m'est difficile d'accepter. J'ai fait la recherche, j'ai vu que la réalité juridique aujourd'hui fait qu'avec la loi que Kabila a signée en 2004, les Banyamulenge peuvent prétendre à la nationalité congolaise. C'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Ça me fait mal parce que les conditions dans lesquelles cette loi a été promulguée ne sont pas des conditions propices à traduire la volonté du peuple congolais. Lorsque vous lisez la loi, ils disent, vu le dialogue intercongolais, qui était dans le dialogue intercongolais? Les représentants des rebelles. Qui les avait mandatés à Sun City? Comment ils ont été mandatés? Mais ils disent, vu le dialogue intercongolais, vu l'accord de Sun City, vu la nécessité, vu, et puis ils promulguent la loi. Pessima lex, sed lex. La loi est mauvaise, mais c'est la loi. Je ne peux que l'accepter, mais je trouve une consolation parce que lorsque j'écoute le discours du chef de l'État, le discours qui nous a amenés à faire le débat sur ces sujets de Banyamulenge, lorsque j'écoute ce que le chef de l'État dit, je le fais confiance. Parce qu'il a mis ces gens-là qui s'appellent nos compatriotes au défi. Vous ne pouvez pas vous prétendre congolais et toujours avoir allégeance à un autre État. Comment un officier des FARDC, tu fuis l'armée et tu vas dans un autre pays? Qu'est-ce que tu vas aller faire au Rwanda? Toi, tu es congolais, tu fuis les FARDC. Va dans ta province, va dans ton village. Si tu es Munyamulenge, il faut fuir à Minembwe. Pourquoi toi, tu fuis au Rwanda? Kunda Batware a été arrêté. Kunda Batware a commencé une rébellion soi-disant pour protéger les Banyamulenge. Lorsqu'il a été arrêté, il a fui au Rwanda. Et Kigali a refusé de l'extrader. Kigali a dit on n'extrade pas nos nationaux. Ah bon, c'est votre national? C'est votre national? C'est ça. Si tu te dis congolais, tu fais allégeance au Congo. Nous voyons les Congolais qui habitent à l'étranger. Il y a des Canada ici, des Congolais sont des Canadiens. En Belgique, il y a des Congolais qui sont devenus Belges, des Français, des Américains. Ils travaillent, ils contribuent à la richesse de leur pays, tout en appuyant leur famille restée au pays. Ils sont loyaux au pays de leur seconde patrie, mais ils restent attachés à leur famille. Ils ne nuisent pas au pays d'accueil pour le bénéfice de leur famille, non. Ils travaillent, ils payent leurs impôts,
et puis ils envoient leur argent loyalement gagné à leur famille. Mais toi, tu te dis Congolais, quand on te met au poste de pouvoir, tu n'es là que pour enrichir le Rwanda. Quand Kabila était au pouvoir ici, il a nommé ces Banyamulenge là dans plusieurs postes de commandement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays et pour leurs propres collègues de travail? Le monsieur là qui se masturbait là, avec sa vidéo là, c'était pas un Munyamulenge, un Rwandais. Je pense que de Logefrère ou de quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait pour ses collègues de travail? Toi, tu es Congolais. Pourquoi, quand tu prends tes vacances, tu vas à Kigali? Prends tes vacances et va dans ta province, va à Minembwe. Tous ces gens-là doivent commencer à prendre des vacances, aller à Minembwe. Tu ne peux pas prendre tes vacances, tu vas à Kigali. C'est ça dont le président Fachi parle. Montrez votre attachement à votre pays. Vous dites que vous êtes Congolais, montrez votre attachement. Tu ne peux pas tout le temps faire allégeance à un autre État et te réclamer de la nationalité d'un État. Parce que la nationalité, c'est le lien c'est le lien d'attache entre un individu et une nation. C'est le lien. On a suivi aux informations l'année dernière, si je ne m'abuse, l'espion russe qui a été tué en Angleterre. Il est venu en Angleterre comme espion russe et puis après il est devenu citoyen britannique. Mais les Anglais étaient stupéfaits d'apprendre qu'ils continuaient à espionner pour la Russie. Comment toi tu prends notre nationalité et puis tu continues à faire ton espionnage? Ça ne marche pas. Tu ne peux pas être le citoyen d'un pays et tu continues à faire allégeance à un autre pays. Ça ne marche pas. Si tu te dis que toi tu es Munyamulenge et tu es Congolais, ton allégeance doit être par rapport à la République démocratique du Congo. On en voit beaucoup ici qui ont voyagé comme Congolais. Parce que vous savez, chers amis, il y en a beaucoup des Banyamulenge dans les camps des réfugiés. Il y a des pays qui ont un programme de réinstallation des réfugiés. Le Canada, les États-Unis, l'Australie et je pense la Suisse. Ils ont des accords avec le HCR, ils vont dans des camps des réfugiés, ils prennent des réfugiés et ils viennent les réinstaller dans leur pays pour leur donner une chance de refaire leur vie. Parce que les gens qui vivent dans des camps des réfugiés, c'est ces gens qui ont connu des conflits, de la guerre et tout ça. Il y en a qui viennent ici comme des Congolais. Nous sommes des Congolais. On les voit ici à Montréal, ici à Vancouver. On les voit ici au Canada. Congolais, je suis Congolais. Mais chaque fois qu'ils prennent des vacances, je vais à Kigali, je vais à Kigali. Mais quand tu leur poses la question, mais toi tu es Congolais d'où? Ah non, moi je suis Congolais, mais j'ai beaucoup vécu du côté de ma mère, hein, du côté de mon père, je ne connais pas beaucoup de ma famille. Tous, c'est la même histoire. Ils ne connaissent pas les membres de famille de leur père. Leurs mères sont des Tutsis, leurs pères sont des Congolais, mais ils n'ont aucun lien avec le Congo. Tout le temps, ils prennent leur congé, c'est à Kigali. Moi, je pense que le président Fachi a raison. Ça, c'est mon point de vue. Il leur a posé une bonne question. Montrez votre attachement à votre pays. Arrêtez de prendre les armes contre votre propre pays. En tout cas, c'est ce que je pense pour le moment. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Bonsoir, docteur Néné. Merci de te connecter. Voilà, j'ai essayé d'échanger. Moi, les lectures que j'ai faites, les recherches que j'ai fait une recherche vraiment de la chronologie légale. Quels sont les textes de loi qui régissent la question de la nationalité au Congo? On a vu la loi de 1892 et puis on a vu 1908, 1965, 1971, 1972 qui a essayé de corriger la situation de 1971, 1981 qui nous a ramenés aux frontières de 1885 et finalement la loi de 2004 qui ramène aux frontières de 1960 les descendants des tribus qui existaient au Congo selon les frontières de 1960 sont congolais. Ça, c'est la situation que nous avons actuellement. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que le président Fachi dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Parce qu'il s'est référé à cette loi-là. Est-ce que moi, je peux le faire confiance? Est-ce que nous pouvons le faire confiance de diriger les pays vers une stabilité? Oui. Quand je vois les résultats que nous avons à Beni, je pense que
Moi, j'ai confiance, j'ai continué à avoir confiance au chef de l'État. Est-ce que la déclaration de savoir si les Banyamulenge sont des Congolais, c'est quelque chose qui m'enchante? Non, ça ne m'enchante pas du tout. Pourquoi? À cause des histoires que nous avons vécues avec ces gens-là. En 1996, comme j'ai dit tantôt, beaucoup de jeunes ont quitté la RDC pour rejoindre l'FPR des Kagame. Et lorsque l'AFDL a commencé à faire sa marche sur Kinshasa, beaucoup de Rwandais ont traversé et se sont joints au Banyamulenge pour venir renverser le pouvoir de Mobutu. La guerre de 1998, lorsque le RCD a commencé la guerre, il y avait toujours des Banyamulenge. La guerre de 2003, toujours les Banyamulenge. C'est ça qui a créé la méfiance parce qu'ils ont la facilité de prendre les armes contre leur propre pays. Maintenant, le fait que les Congolais parlent des Banyamulenge, est-ce que ça fait du Congolais qu'il a peur des Banyamulenge? Non, au contraire. Au contraire, si le Congolais avait peur, le pays serait déjà en partition depuis. C'est parce que le Congolais n'a pas peur du tout. C'est parce que le Congolais est déterminé à garder son pays un et indivisible. Parce que les tentatives ont eu lieu. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Parce que le Congo est un. Lorsqu'il y a un problème à Goma, il y a un problème à Beni, ceux qui sont à Kinshasa le sentent. Ceux qui sont à l'étranger le sentent. Ceux qui sont au Bas-Congo le sentent. Lorsqu'il y a un problème au Katanga, ceux qui sont dans la province orientale le sentent et ceux qui sont à l'équateur le sentent. C'est ça la grâce. Et c'est ça la beauté du Congo. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de continuer à parler des Banyamulenge? Personnellement, je trouve que non. Mais il y a lieu que nous puissions faire nos lectures pour que nous soyons informés, que nous soyons outillés. Parce que parmi nous, qui c'est ceux qui ont accès à la gestion du pays ou ceux qui ont des responsabilités quelconques, c'est bien que nous soyons informés pour que nous puissions soit conseiller, soit prendre des décisions adéquates. Merci beaucoup, chers amis, pour qui vous êtes connectés pour partager avec moi. Merci à ceux qui m'ont envoyé aussi des documents qui m'ont permis d'approfondir mes connaissances. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris par rapport à ces sujets. Il y a des amis qui m'ont envoyé des documents inbox. Maître Lélu m'a envoyé la liste des tribus qui étaient recensées en 1908. Il y a Michel de Charbot qui m'a envoyé le texte du journal officiel de la loi de 1971. Et puis, il y a des amis qui m'ont envoyé des vidéos d'installation des Rwandais transplantés lorsque les colons allaient chercher la main-d'œuvre au Rwanda, au Burundi, pour les mines du Katanga. Et puis, des amis qui m'ont envoyé des liens, des documents des Nations Unies qui m'ont permis vraiment de partager avec vous ce que je vous ai dit ce soir. Je veux vous laisser. C'était mon apport à la discussion. Moi, je suis ouverte en tout cas aux informations que vous avez, que vous pouvez partager avec moi. Il y a toujours possibilité d'agrandir ces connaissances. Je vous remercie. Ceux qui vont aller faire dodo, je vous dis bon sommeil. Ceux qui sont réveillés, je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit plus tard, peut-être pour un autre sujet. Bye.